Allez, direction l'Afrique de l'Ouest maintenant. À Sao Tomé, pour lutter contre l'oppression, on ne prend pas les armes, on met un masque. Parfois très surprenant. Et en se déguisant ainsi, eh bien, on singe l'oppresseur. Et oui, c'est comme ça, avec cet art, que les esclaves ont pu garder la tête haute. C'est l'héritage. C'est un tourbillon de couleurs et de métissage. Une histoire européenne et africaine unique qui a traversé les siècles. Le Tchiloli. Quand je participe au Tchiloli, je m'approprie l'histoire de l'époque des plantations de canne à sucre. Deux confettis posés sur la ligne de l'équateur dans le golfe de Guinée. L'archipel de Sao Tomé et Principe est un carrefour entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Une position stratégique. Dès le début du XVIe siècle, les colons portugais décident de faire de ces petites îles désertes le tout premier laboratoire esclavagiste au monde. Alors que la Méditerranée est contrôlée par les musulmans, les Portugais tentent de trouver une nouvelle route maritime pour atteindre les Indes en longeant la côte ouest africaine. En 1471, Juan de Santarém et Pero Escobar débarquent sur cette plage d'Anambo, dans l'ouest de Sao Tomé. Cette croix ouvre le premier chapitre de plusieurs siècles de servitude. Quand les Portugais ont débarqué ici, ils ont installé cette croix pour symboliser leur arrivée et leur prise de possession du lieu. On retrouve beaucoup de constructions semblables le long de la côte africaine. Inhabité mais fertile, l'archipel de Sao Tomé et Principe se révèle être un point d'escale idéal pour le commerce triangulaire. Sao Tomé était l'endroit le plus sûr pour entreposer les esclaves. L'archipel avait donc un rôle stratégique, parce que les esclaves qui étaient capturés au Congo, sur la côte ouest africaine, au Bénin ou ailleurs, étaient transportés jusqu'ici. Ensuite, les esclaves étaient transférés vers l'Amérique. Puis d'Amérique, on transportait l'or vers l'Europe, et d'Europe, on rapportait des produits et des armes en Afrique, et ainsi de suite. Sao Tomé et Principe est devenu le centre de ce réseau esclavagiste. L'archipel devient la plaque tournante du trafic d'esclaves. Les Portugais devenus maîtres de la traite ne s'arrêtent pas là. Sur cette terre au climat équatorial humide, ils inventent ici le tout premier système de plantation fondé sur l'esclavage. Le territoire est désormais exclusivement dédié à la production de sucre. Certaines années, jusqu'à 10 000 esclaves arrivent de la côte africaine pour servir de main-d'œuvre. Sao Tomé et Principe fournit alors 50% du sucre européen. L'archipel roule sur l'or blanc. Une richesse bientôt convoitée par les Hollandais et les Français. Pour se défendre, les Portugais érigent la forteresse de San Sebastián en 1575 à la pointe de la ville de Sao Tomé dans le nord-est de l'île. Un fort, également prison pour esclaves. Ça, ce sont les oubliettes. C'était là qu'on mettait les esclaves rebelles, ceux qui méritaient d'être punis. La mer montait et remplissait cette pièce, et la plupart du temps, les gens qui étaient enfermés là mouraient. Les châtiments étaient constants et permanents.
Les esclaves étaient la propriété du maître. C'étaient des objets, des pièces. Donc, ils étaient soumis au moindre désir du maître, à tout ce qu'il avait envie de faire. Des conditions de vie effroyables que certains esclaves vont réussir à fuir. Le sud de l'île, plus difficile à contrôler par son paysage escarpé, devient le quartier général des fugitifs. Ils établissent alors des mocambos, refuges pour ces évadés. Noyau de la résistance, ce village d'irréductibles. San Juan dos Sangolares. Au milieu du XVIe siècle, un navire en provenance d'Angola chargé d'esclaves fait naufrage. Environ 500 rescapés s'échappent et s'installent sur cette plage du bout du monde. Oser devenir libre, un courage célébré chaque année par les descendants lors d'une messe. Les plus anciens disent que la croix qui est dans l'église a été fabriquée avec les débris du bateau qui a fait naufrage. Tous les ans, on vénère cette croix, parce que c'est grâce à ce bois qui flottait que les esclaves ont réussi à rejoindre la plage. Comme elle est clouée à l'intérieur, ils font une reproduction chaque année. Ils vont dans la forêt, ils prennent un tronc et la portent jusqu'ici pour symboliser cette croix. Les habitants rendent hommage à la patronne de ce village créé par des insoumis, Santa Cruz ou Sainte-Croix, symbole de la résistance. Et dans le sang des descendants, coule toujours la fierté d'avoir réussi à vivre loin de l'enfer portugais. C'est un peuple qui a toujours vécu librement. C'est pour cette raison que cette fête existe encore. C'est l'essence du lieu qui est transmise de génération en génération. Et pour moi, qui suis né ici, c'est très important. Pour maîtriser la flamme de la rébellion, les Portugais encouragent le métissage de la population. Les mulâtres ou fils de la terre, comme les appellent les colons, sont plus aptes à protéger les intérêts des Portugais dans l'île rebelle par leur position d'entre-deux. Les métis occupent de hauts postes dans l'administration et deviennent l'élite de l'archipel. Dans cette ancienne raffinerie de sucre enfouie dans le nord-est de l'île, une centaine d'esclaves ont trimé jour et nuit pour produire l'or blanc, parfois jusqu'à en mourir d'épuisement. À la tête de ce système d'exploitation, une famille métisse. Ce n'était pas une question de race ou de couleur de peau. La différence ne s'établissait pas là. C'était plus par le statut social. Mes aïeux, comme une majeure partie des grandes familles de Sao Tomé, étaient des propriétaires d'esclaves. Ils possédaient des esclaves et avec les années, ils se sont eux aussi mariés avec des descendants d'esclaves. Une blague dit que STP, les initiales de Sao Tomé et Principe, signifie « nous sommes tous proches, tous cousins ». C'est pour illustrer comment ce mélange de population abat les barrières de classe et les barrières sociales. Sous le joug portugais, une échappatoire subsiste pour les esclaves à portée d'imaginaire. Le théâtre, ou Chiloli. À la fin du XVIe siècle, les maîtres sucriers de l'île font appel à des troubadours venus du Portugal pour les divertir. Avec une pièce très en vogue à l'époque, la tragédie du marquis de Mantoue et de l'empereur Charlemagne, écrite par le poète portugais Baltasar Dias, est jouée uniquement par des hommes.
Les esclaves observent les représentations et décident de s'approprier cette épopée dramatique. Sur leur scène improvisée, à l'abri des regards des colons, les rôles s'inversent, les frontières et les couleurs s'effacent. J'utilise la couleur blanche parce que je suis l'impératrice. Je suis un personnage de haut rang, de grande noblesse. C'est pour cette raison que j'ai un masque blanc, pour me distinguer des autres gens. Ces masques en fin grillage façonné rappellent aussi les masques africains. Par le Tshiloli, les esclaves privés de racines et d'identité renouent avec leur histoire. Le culte des ancêtres, pilier de leur culture, est formellement interdit par les colons portugais. Discrètement, le Tshiloli permet aux esclaves d'organiser des funérailles en grande pompe à la barbe des maîtres pour garder un lien avec leurs morts et leur terre-mère. Tout ça, c'est une manière de garder les usages et les habitudes africaines. Par exemple, les miroirs servent à combattre le mauvais œil. Cela vient d'Afrique parce que ça fait partie des croyances africaines. Depuis plus de 400 ans, la même pièce, la même intrigue se joue et se répète. Écoutez avec attention. S'il faut châtier notre fils, c'est très bien. Et c'est mon intention de le punir avec droiture. Qu'il soit pauvre ou riche, qu'il soit servant ou seigneur. Ce long plaidoyer pour la justice se révèle être un exutoire salvateur des esclaves contre leurs maîtres. Le Tshiloli illustre une lutte des esclaves contre les colons, pour leur faire comprendre qu'ils seront punis par la justice divine après tout le mal qu'ils leur ont fait ici-bas. L'essentiel est de préserver ce que nos ancêtres ont réussi à garder. Préserver ce qui a été transmis de génération en génération, comme un moyen d'expression pour revendiquer nos droits. Par le Tshiloli, les esclaves des îles du milieu du monde ont pu tenir debout face à l'oppression, s'évader par l'imaginaire face à l'inhumanité. À l'abolition de l'esclavage en 1876 et jusqu'à aujourd'hui, ce souffle de la révolte persiste et se perpétue.